Donc, Hector, nous commençons l'enregistrement. Bonjour et bienvenue à notre webinaire Usable Packaging organisé par Bebian AMA en collaboration avec Euromaterials. Je vous remercie d'être si nombreux à nous rejoindre. Je me présente, Jocelyne Bia, responsable communication pour BBIA. Et avant de passer la main à notre modérateur et notre premier intervenant, je voulais vous donner quelques instructions pour assurer le bon déroulement du webinaire. Tout d'abord, merci de vous assurer que votre micro et votre caméra sont désactivés pour éviter les interruptions et également permettre le plus haut débit possible pour l'Internet. Ensuite, merci de vous assurer de sélectionner l'affichage intervenant. C'est en haut à droite de votre écran pour bien profiter des présentations de nos speakers d'aujourd'hui. Et finalement, merci de poser vos questions dans l'espace chat que nous lirons en fin de webinaire pour la section questions-réponses. On pourra ainsi répondre à toutes vos questions par le chat et éventuellement aussi, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez un problème. Je vous souhaite un bon webinaire et donc j'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Merle de Euromaterials qui va modérer ce webinaire et également ouvrir la discussion avec une présentation du projet Usable Packaging. Frédéric, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Jocelyne pour cette petite introduction. Donc je vais tout de suite vous partager mon écran. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit bien. Donc je vais vous parler de ce projet Usable Packaging. Mais avant d'entrer directement dans le cœur du sujet, quelques mots sur Euromaterials, sur la structure Euromaterials, qui est un pôle de compétitivité basé dans le nord de la France, à Tourcoing, qui regroupe à la fois un pôle de compétitivité, un business club, c'est-à-dire un mouvement d'entreprise du textile qui s'appelle Clubtex, et un incubateur accélérateur. Donc, on est aujourd'hui 18 personnes, un peu plus de 250 membres. On accompagne des projets d'innovation, des projets de développement de la part des entreprises adhérents de la structure. Donc, Euromaterials n'est pas une nouvelle structure. Elle est issue de la fusion de deux pôles de compétitivité, TEX, pôle de compétitivité matériaux textiles, et Matichem, sur les matériaux et la chimie verte. Alors, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? C'est une structure dont l'ADN principal est d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation d'abord, mais aussi projets de développement. Et nos thématiques d'intervention en Materials sont les matériaux de manière assez générale. Comme on voit, ça va du textile, métal, en passant par le plastique. On va dire tous les matériaux habituellement utilisés d'ailleurs pour l'emballage. Et notre rôle, encore une fois, c'est vraiment d'accompagner les entreprises, les aider à monter des projets d'innovation, à les mener jusqu'à leur terme, et également un rôle important de réseau, puisqu'avec 250 membres, on réunit à la fois des industriels, des techniques, des universités, des laboratoires. Donc, on essaye de favoriser les interactions et les projets collaboratifs entre ces différents. Alors, on est également… Oui. Frédéric, excuse-moi de t'interrompre, mais il y aurait des petits problèmes de son par rapport à ta… D'accord, je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Je me rapproche un peu de… C'est mieux là maintenant. C'est pour parler plus fort. D'accord. Donc, en tant que pôle, un de nos rôles en tant que pôle, c'est aussi d'être actif
au niveau des projets européens. Et donc, on a eu l'opportunité de participer en tant que partenaire au projet Usable Packaging. Alors, ce projet fait partie du programme de l'Union européenne Horizon 2020, qui est un programme donc, de recherche et d'innovation. Et en l'occurrence, là, sur la partie qui est financée et coordonnée par le consortium BBI, Bio-Based Industry. C'est un projet de 3 ans qui a démarré au 1er juin 2019 et il rassemble un consortium de 25 partenaires, tous européens, y compris même d'ailleurs un partenaire turc. Il est coordonné par le Conseil supérieur d'investigation scientifique, CSIC, basé en Espagne. Et l'objectif du projet Usable Packaging est de développer des solutions biosourcées, biodégradables, compostables ou recyclables, aussi bien pour l'industrie alimentaire que pour l'industrie du médical et pour également des usages dans l'industrie agricole. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que le consortium BBI? C'est un partenariat public-privé entre donc la Commission européenne et les industriels du secteur agroalimentaire. Donc, on voit que ce sont les partenaires privés qui représentent 75% des investissements donc, dans le consortium et que sur la période 2014-2020, ça représente quand même un budget de plus de 3 milliards d'euros avec de nombreux projets d'innovation, 123 au total, qui ont été portés par ce programme avec l'objectif de favoriser l'émergence donc, de nouveaux produits, en l'occurrence de produits biosourcés. Et donc, l'objectif principal de ces programmes, c'est vraiment de faire émerger de nouvelles chaînes de valeur pour les bioraffineries et donc diminuer la dépendance de l'Europe sur les énergies fossiles. Pour un petit contexte que vous connaissez tous, je pense, c'est effectivement la problématique aujourd'hui du environnemental lié à l'usage du plastique et notamment au fait qu'une grande partie des emballages en plastique échappent aux filières de collecte et donc finissent dans la nature et en l'occurrence souvent dans l'océan. Et on voit en parallèle que depuis 70 ans, la production mondiale des plastiques n'a fait que croître de manière exponentielle et que sur les années à venir, on attend également une progression encore de cette activité. Par conséquent, il devient urgent de trouver des solutions pour résoudre ce problème de déchets et de pollution de l'océan. Alors, les objectifs principaux du package de Usable, la réduction de l'empreinte environnementale, on l'a bien compris, la création d'un portefeuille de solutions de packaging plastique, le développement d'une nouvelle chaîne de valeur complète en utilisant une matière première issue de la fermentation des coproduits de l'industrie agroalimentaire pour donner du PHA ou polyhydroxyalcanoate, optimiser les fonctionnalisations de ces PHA afin de répondre aux besoins des utilisateurs finaux. On y reviendra avec la présentation de l'Université de Montpellier. Et le développement de solutions de packaging bio avec des nouvelles solutions de fin de vie, à savoir essentiellement le recyclage organique, le compostage. Ici, rapidement, une liste Frédéric, on ne vous entend plus. Voilà, il y a mon micro qui s'était désactivé. Ça va aller mieux là, je pense. Voilà, c'est maintenant. Vous avez des partenaires sur toute la chaîne de valeur, le développement du packaging, à commencer par les universités
qui, bien sûr, vont permettre le développement de la technologie d'extraction, oui, c'est ça, d'extraction notamment des PHA, et bien sûr, jusqu'aux utilisateurs finaux, dont par exemple Barilla, qui est bien connu. Donc, ce projet est divisé en 5 phases de développement ou en 5 lots de travaux. Dans un premier temps, on va collecter un certain nombre, on a déjà collecté un certain nombre de données d'entrée pour bien connaître à la fois les matières premières, donc les produits biosourcés utilisés, et bien connaître les polymères qui existent déjà sur le marché, et connaître également, évidemment, le cahier des charges des matériaux à développer. Le Work Package 2 porte sur la production des PHA. Ensuite, le Work Package 3 sur la mise en œuvre des building blocks fonctionnalisés qui vont permettre de développer des structures d'emballage complexes. On va ensuite travailler sur la performance des packaging développés dans les conditions réelles. Et ensuite, vous avez le lot 5 d'exploitation, donc vers l'industrialisation. Et en parallèle, bien sûr, comme dans tous les projets de ce type, des lots liés à la communication, la dissémination et la coordination du projet. Alors, un petit exemple, donc Eura Materials, par exemple, nous avons contribué au lot numéro 1 pour la collecte des données d'entrée, donc notamment connaître à la fois le volume de coproduits disponibles, aussi bien chez les partenaires du projet que de manière plus générale en Europe. Donc, on a fait une cartographie des matières premières disponibles, tout en, bien sûr, listant aussi les caractéristiques principales des coproduits afin de voir lesquels pourraient le mieux correspondre aux besoins de développement dans le cadre du projet. Voilà, merci. Donc, je vais prendre vos questions au cas où vous auriez des questions déjà, et avant de donner la parole à Valérie Guillard de l'Université de Montpellier. Je regarde si dans le chat, vous avez déjà des questions. Et bon, à ce stade, je ne vois pas de questions particulières, donc je laisse la parole à Valérie pour l'Université de Montpellier qui va nous parler donc, de la science liée au projet. Valérie. Oui, merci Frédéric. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son est réglé comme il faut. Je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que vous le voyez bien également. Oui, tout va bien. Tout va bien, c'est super. Donc, je vais démarrer. Donc, effectivement, ma présentation de cet après-midi a vraiment pour objectif de faire un petit tour d'horizon des alternatives pour lutter contre la pollution des plastiques, mais avec une vision qui s'appuie fortement sur nos activités de recherche à Montpellier et puis qui puise également des exemples dans le cadre du projet Usable, bien sûr. Donc, on va plutôt s'attarder sur les matériaux biodégradables à base de PHA, de biocomposites, etc. Donc, juste peut-être pour vous présenter, vous introduire un peu notre équipe de recherche. Donc, je suis de l'Université de Montpellier, mais je travaille dans une équipe de recherche de 8 personnes permanentes. Donc, chercheurs soit de l'université, soit de l'INRA, INRAE. Voilà, donc on travaille depuis 15 ans maintenant sur le développement d'emballages alimentaires durables, bien adaptés à la conservation des produits, mais avec une fin de vie qui minimise le risque de persistance dans l'environnement. Donc, on se focalise beaucoup essentiellement sur les emballages biodégradables en conditions naturelles. Alors, je vais commencer par quelques généralités. Je pense que maintenant vous connaissez, mais qui permettent de bien remettre en perspective tout le contexte de nos activités de recherche et pourquoi on en est arrivé là.
Alors, je pense que, voilà, vous le savez, notre économie tout plastique est un système essentiellement linéaire où on va consommer des ressources issues de la pétrochimie, qu'on va convertir en objet d'usage, par exemple un emballage alimentaire, qui, après une assez courte durée de vie, étant donné la durabilité de la matière, va constituer un déchet qui, s'il n'est pas traité, va mettre des millions d'années à se dégrader et retourner finalement à son état premier après une régénération qui n'est pas du tout compatible avec l'échelle de temps humaine. Donc on est vraiment sur un système linéaire de consommation de ressources, accumulation de déchets. Donc c'est ce qui pose tout le problème actuellement qui nous concerne, en termes notamment de fin de vie et d'accumulation des déchets, puisque ce que nous voyons maintenant, c'est des macro-déchets plastiques qui vont s'accumuler sur des endroits très visibles, comme cette plage par exemple, sur une île du Pacifique. La moitié de ces déchets plastiques finalement ont servi à produire ou emballer des denrées alimentaires. Donc on a quand même un emballage alimentaire qui contribue fortement, en tout cas à la partie visible de cette accumulation de macro-déchets. Alors ça ne s'arrête pas là, puisqu'après ces macrodéchets, donc la partie visible, c'est celle-ci, mais on en a une grosse partie qui finit accumulée dans notre environnement, donc c'est la première étape, et pas que les océans. 90% des plastiques finissent dans notre environnement, c'est à peu près 70 kg par personne et par an, 8% seulement dans les océans et 87% dans les sols. Donc la partie qui s'accumule, la plus grosse part de l'accumulation, c'est sur les continents et on l'oublie. Lorsque l'on va enfouir nos déchets dans des décharges de type contrôlé ou même pas contrôlé, des charges sauvages, on est sur une forme d'accumulation dans l'environnement, dans le sol. Première étape, ça s'accumule dans l'environnement. Deuxième étape, le plastique se fragmente en petits bouts de plus en plus petits. C'est un phénomène dont on parle beaucoup en ce moment, qui est très médiatisé. Le problème des micro et nanoparticules de plastique. Donc, il faut un certain temps pour initier ce phénomène, mais on voit déjà les premiers symptômes qui apparaissent un petit peu dans notre environnement. Et troisième étape, du fait de cette petite taille, cette microparticule de plastique, elle peut voyager facilement, peut contaminer pas mal dans tout notre environnement. Donc, on a des microplastiques qui ont été détectés partout, dans l'eau, le sel, le miel, les poissons, et puis jusqu'à des élevages récemment, des élevages de volailles où on a détecté beaucoup de microparticules de plastique à l'intérieur des estomacs des volailles. Voilà. Petite taille, des propriétés qui sont liées également à la substance polymérique de départ. Cette matière plastique peut se charger en polluants, en additifs qu'elle va pouvoir rencontrer le long de son voyage en quelque sorte, et peut être un porteur de constituants polluants qui vont de fait pouvoir intégrer les organismes vivants via cette petite particule de plastique. Alors, si on fait le bilan sur ce que devient ce plastique actuellement, état des lieux sur le devenir des plastiques. Alors, une diapo peut-être un peu compliquée, mais qui reprend tous les chiffres de la filière plastique en Europe. Je vais me focaliser plutôt sur la fin de vie, mais juste pour mémoire, on consomme en Europe 20,4 millions de tonnes de plastique vierge par an. Pour essentiellement à 40%, je vous rappelle, fabriquer des contenants alimentaires qui vont devenir en fin de vie des déchets plastiques qu'il va falloir traiter. Alors une petite part de ces contenants alimentaires sont faits également à base d'une ressource issue de la biomasse, majoritairement ressources alimentaires. Donc moins de 6% de nos contenants plastiques sont en fait issus, fabriqués à partir de bioplastique. Donc contenants qui, en fin de vie, pour une très faible proportion, vont pouvoir, via le cycle de la biodégradation, réintégrer le cycle biologique du carbone. Mais c'est une très faible part de ces 6% de contenants à base de bioplastique. Pour le reste, tous nos contenants plastiques usuels sont soit incinérés, soit enfouis. On est encore sur des systèmes de décharge dans beaucoup d'endroits en Europe. Une grosse partie est non répertoriée, enfin une grosse partie, 13% de ces plastiques collectés et de ces plastiques mis sur le marché, sont non répertoriés. Donc ça peut être des fuites dans l'environnement, ça peut être des plastiques qui ne sont pas encore collectés, qui sont immobilisés, qui ont été perdus dans le système de collecte. On a 32% de ces plastiques mis sur le marché qui sont dits collectés pour le recyclage. Alors, qu'en est-il vraiment si on fait un petit focus sur cette boucle de recyclage?
Sur ces 6,5 millions de tonnes qui sont collectées pour le recyclage, 1 million de tonnes, donc moins de 5%, sont réellement recyclées en boucle fermée, dans le sens où on va refaire à partir de ce polymère un nouveau contenant qui va être réutilisé pour le même usage qu'il était prévu initialement, donc un emballage alimentaire. Donc ça impose des contraintes, notamment de décontamination du contenant, du plastique. Et au final, on a très peu de notre matière plastique qui est vraiment recyclée en boucle fermée pour le même usage que celui qui était prévu initialement. Une grande majorité de ce plastique, des 32% qui sont collectés, on est en fait sur un système de décyclage en boucle ouverte, hein, pour ne pas parler de recyclage en boucle ouverte. On va obtenir et on va fabriquer à l'issue de cette étape de recyclage, un produit qui sera un objet secondaire qui n'a rien à voir avec l'utilité première qui était prévue pour le polymère vierge. Donc par exemple, si on ne peut pas refabriquer des bouteilles de PET pour conditionnement de l'eau, on va utiliser ce PET recyclé pour faire de la fibre textile et fabriquer des objets, par exemple des pulls ou d'autres objets textiles, qui en fin de course, même s'ils vont pouvoir durer quelques années, quelques mois, quelques années, en fin de course ne seront plus recyclables du tout. Hein, et se finiront comme déchets plastiques qui vont se retrouver finalement dans cette grande part, hein, des incinérés, enfouis et non répertoriés. Donc quelque part, hein, on va venir via le recyclage, puisqu'on n'a pas de recyclage réellement en boucle fermée, quelque chose qui épouse vraiment ce cycle vertueux d'économie circulaire, hein, pour une très faible part seulement. On va finalement contribuer via le recyclage à accumuler dans le sol, finalement, dans notre environnement, une certaine quantité de plastique en plus. Donc, tout miser sur le recyclage en se disant que c'est la solution unique pour contrer les problèmes de pollution plastique, pollution à long terme, est un peu illusoire. Et c'est même dangereux de ne miser que là-dessus, puisque pour l'instant, ce recyclage tel qu'il existe, ce recyclage mécanique, n'est pas suffisant, n'est pas optimal pour faire essentiellement du recyclage en boucle fermée, hein, qui est la seule solution qui vraiment repose sur un schéma d'économie circulaire. À savoir que tous les résidus, tous les surplus issus de la collecte, hein, de ces emballages sont encore exportés. Alors, on ne peut plus les exporter en Chine, mais il y a l'Asie du Sud-Est qui accepte maintenant nos déchets plastiques, et c'est exploité, réutilisé ou valorisé dans d'autres pays hors Europe, donc avec des coûts environnementaux qui sont également très importants. Alors, quand on regarde la hiérarchie des déchets telle qu'elle nous est proposée finalement par l'Europe, par nos gouvernements, où on nous dit de réutiliser en premier lieu ce plastique, de le recycler, recyclage mécanique, recyclage chimique, recyclage énergétique, donc incinération finalement. On voit que quelque part, on est à chaque fois sur des boucles qui sont un peu des impasses, dans le sens où on ne peut jamais la fermer complètement. Ce recyclage mécanique actuellement, il va s'arrêter très vite, et au lieu d'avoir une boucle qui se répète à l'infini, on va plutôt avoir un système en tire-bouchon. Donc on va recycler une fois et puis c'est fini. Donc les seules solutions possibles pour réduire notre consommation de plastique et vraiment développer quelque chose de durable, c'est d'abord de réduire notre consommation de plastique vierge. On n'a pas le choix. Voilà, donc réduire avant de réutiliser ou d'envisager du recyclage. Et puis, c'est également se focaliser sur des matériaux qui ont une empreinte zéro plastique. Et donc là, on parle des matériaux qui sont biodégradables en conditions naturelles, qui vont réintégrer le cycle naturel du carbone via la biodégradation, et puis par voie de photosynthèse, vont pouvoir permettre de reproduire une nouvelle biomasse, etc. Donc, c'est ces deux axes, hein, qui nous motivent, nous, en termes d'équipe de recherche et dans nos activités de recherche. Et on va à présent plutôt se focaliser sur ces matériaux qu'on appelle les vrais biodégradables, hein, qui vont se biodégrader en conditions naturelles. Alors, les alternatives au plastique, on en trouve beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur le marché, qui se proclament alternatives au plastique. Alors, juste un petit exemple. Donc un supermarché, ça date de 2018, qui a ouvert en 2018 à Amsterdam, une aile entière garantie sans plastique, donc plastic free. Plus de 700 produits conditionnés sans plastique. Alors, si on regarde la photo, on a l'impression d'avoir beaucoup de plastique, en tout cas beaucoup de conditionnements qui ressemblent à du plastique.
Alors, si on regarde un petit peu plus près, on a effectivement un sachet qui ressemble énormément à un sachet plastique, mais qui n'est pas du plastique, puisqu'il s'agit d'un biofilm, d'après ce que proclame la marque. Un biofilm conçu à partir de végétaux. Là, on peut se poser la question, mais quel type de végétaux? Quelle biomasse? Est-ce une biomasse de type alimentaire, par exemple? Il se dégradera automatiquement après 12 semaines d'existence dans un composteur. Ça, c'est ce que proclame la marque, mais dans quelles conditions? Compost domestique, compost industriel. Donc ça, c'est aussi une autre question. Et puis, si on creuse un petit peu plus, hein, si on fait quelques recherches, on s'aperçoit que le langage employé dans la promo de ce supermarché, finalement, est assez ambigu. Il parle d'emballage biodégradable, mais qui va disparaître, hein, au bout de 12 semaines. Alors, qu'est-ce qui disparaît vraiment, hein? Dans la nature, rien ne disparaît complètement. Donc, c'est un langage un peu particulier. On n'a pas de réduction d'utilisation des ressources au départ, puisqu'on utilise une ressource issue de la biomasse, mais on a une forte consommation de ressources. Finalement, si on creuse un peu, ce biofilm, il est compostable uniquement en conditions industrielles, donc c'est assez restrictif. Ça veut dire qu'il doit être collecté, jamais on ne pourra l'utiliser en compost domestique. C'est quelque chose qui n'est pas dégradable en environnement marin, qui n'est pas biodégradable non plus dans notre environnement terrestre. Donc finalement, on a l'impression d'un bénéfice qui est très très pauvre finalement sur ce genre d'initiative. On a toujours un déchet à traiter en fin de course. Alors là, on arrive à un moment où on se pose quand même des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? Ce que ça veut dire vraiment biodégradable? Pourquoi un emballage finalement biodégradable ne va pas se dégrader en conditions naturelles? Alors, juste rapidement, on va clarifier un peu le terme. Donc la biodégradabilité est la capacité d'un matériau à être transformé par l'action de micro-organismes, hein, présents dans la nature, dans le sol notamment, en molécules naturelles très simples. Donc le matériau va entièrement être dégradé sous forme de CO2, vapeur d'eau, et il va permettre il va permettre aux micro-organismes de se développer, donc de produire une nouvelle biomasse. Donc dans certaines conditions, notamment anaérobie, on peut produire également du biogaz, du méthane. Alors cette biodégradation, c'est un mécanisme biologique qui comprend 3 étapes principales. Une fragmentation, donc on va dissocier le matériau en petites particules. Il va se dégrader. On va modifier les propriétés intrinsèques du matériau. Donc on va commencer à couper les liaisons chimiques qu'il y avait entre les grandes molécules de polymères. Une fois que l'on arrive à des plus petites tailles de particules, de molécules, ces molécules vont pouvoir être bioassimilées. Donc elles vont pouvoir être utilisées par les bactéries pour se développer, croître et puis développer une nouvelle biomasse. Donc c'est une assimilation complète de la matière avec aucun résidu, ne serait-ce que l'émission de CO2, de vapeur d'eau et puis le développement de nouvelles bactéries, de nouvelles biomasses. Alors la biodégradation, ça marche. Un exemple de ce qu'on a pu faire au niveau de nos divers projets. Donc on a comparé la biodégradation en sol de barquettes injectées faites à partir de PHBV, hein, donc ces fameux polyhydroxyalcanoates, comparés avec un témoin qui est le polypropylène, que l'on connaît bien. Donc ce PHBV qui a pu être additivé avec des fibres de cellulose à 20% de masse ou des fibres issues de paille de blé broyée. Donc moins de 3 mois passés en terre, donc on voit qu'on a déjà une très forte dégradation de nos matériaux à base de PHBV. Le polypropylène est resté intact et on a plus de 30% de perte de masse en moins de 3 mois. Donc ça, la biodégradation, c'est quelque chose qui fonctionne, biodégradation au sol. Qu'en est-il du compost? Alors, que veut dire finalement un matériau compostable? Donc, la compostabilité, ça va être la caractéristique d'un emballage et ça va être la mise en œuvre de ce procédé de biodégradation, mais dans des conditions très spécifiques décrites dans des normes. Et là, on va codifier, mettre des barrières quelque part à ce phénomène de biodégradation. Et dans ce qui nous intéresse pour les emballages plastiques, deux normes très importantes. L'une fait référence au compostage en conditions industrielles et l'autre en compostage domestique. Compostage industriel, une caractéristique très importante, c'est qu'on a une température à cœur de compost qui est plus élevée que 58 degrés. C'est le minimum. Critères de biodégradation, plus de 90% de la biodégradation doit être faite en moins de 6 mois.
Ce compostage industriel, c'est le plus commun, c'est celui de la fameuse norme que peut-être vous connaissez, EN 13432, hein, qui exige donc des conditions de compost industriel avec cette température élevée au cœur du compost. Le compost domestique, lui, la norme se rapproche évidemment de ce que l'on peut avoir chez nous dans notre composteur ménager. Une température plus faible, 28 degrés, des conditions de dégradation qui sont moins drastiques, donc on a plus de 90% de biodégradation qui doit être faite en moins de 2 ans. Donc biodégradable, compostable, on voit qu'on a des petites nuances. Et puis il y a un troisième terme qui souvent pose problème. On commence en général on en parle de plus en plus, donc on le connaît de mieux en mieux, mais c'est ce fameux terme biosourcé. Alors le terme biosourcé, lui, ça signifie que le produit est en partie ou en totalité dérivé de la biomasse. Donc, un bioplastique est un matériau qui va être biosourcé en partie ou totalement dérivé de la biomasse. Aucune allusion à la fin de vie du matériau. Le biosourcé, c'est vraiment l'origine de la ressource. Alors au final, un emballage biosourcé n'est pas forcément biodégradable du coup. On peut utiliser de la biomasse pour fabriquer du polypropylène ou du PET et reproduire à l'identique la molécule issue du pétrole. Un emballage compostable ne l'est pas forcément en condition de compost domestique. On a vu qu'on avait deux normes différentes. Donc un emballage compostable, par défaut, c'est en compost industriel, donc qui ne peut être composté qu'après collecte spécifique auprès du consommateur. Du coup, un emballage compostable n'est pas forcément biodégradable dans l'environnement naturel. Un emballage que vous allez jeter, qui va se retrouver par mégarde dans l'environnement, qui est apte uniquement au compost industriel, ne se dégradera pas dans la nature. Les conditions de température requises ne seront pas rencontrées. Donc au final, on s'aperçoit qu'on a une terminologie assez complexe, ambiguë, qui a donné lieu à des abus. En tout cas, on a maintenu le flou pendant très longtemps autour de ces matériaux biodégradables. Il y a eu un essor de matériaux compostables, mais non réellement biodégradables en conditions naturelles. Donc, l'exemple type, c'est le PLA, acide polylactique, qui est un matériau qui sera biosourcé, compostable en conditions industrielles, mais non en conditions de compost domestique. Donc, finalement, trop de flou, trop d'ambiguïté, on en arrive à quelques aberrations. Janvier 2021, interdiction du biodégradable dans la vaisselle jetable. Donc, vous savez que l'interdiction concerne finalement tous les objets à usage unique pour la vaisselle jetable, mais fait à base de plastique, mais qu'ils soient pétrosourcés ou à base de plastique biodégradable. Finalement, cette interdiction, elle a permis un retour en force du plastique, puisque finalement, maintenant, nos couverts en plastique, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont 100% recyclables, mais pas recyclés. Réutilisables, pas forcément réellement réutilisés, ou en tout cas, on n'en sait rien. Multi-usages, c'est sûr, mais est-ce qu'ils sont réellement réutilisés plusieurs fois? Ça reste à prouver. C'est surtout toujours du plastique, pétrosourcé, 2 fois plus épais. Donc, on a juste doublé la consommation de plastique pour faire le même objet qu'il y avait avant cette réglementation. Donc, quelque part, là où finalement un emballage complètement biodégradable aux conditions naturelles aurait pu répondre finalement à l'objectif de cette nouvelle réglementation, on se retrouve à une interdiction ferme liée finalement à un problème de vocabulaire, un problème de terminologie et de normes qui ne sont pas assez bien comprises par la communauté. Alors, des alternatives réellement biodégradables, ça existe, on travaille dessus. On n'a pas vu que le projet Usable se focalisait sur les PHA, polyhydroxyalcanoate, donc on va s'intéresser un petit peu à ça. PHA que l'on peut produire à partir de résidus agricoles ou résidus agroalimentaires. Donc, on n'utilise pas de biomasse alimentaire, donc il n'y a pas de compétition avec les productions alimentaires. C'est un polyester microbien, donc il va stocker à l'intérieur donc on va avoir un stockage à l'intérieur de la cellule microbienne de ce plastique que nous, on vient après mélanger avec des résidus lignocellulosiques, donc des fibres, soit de pure cellulose, soit issues de la fragmentation et le broyage de sarment de vigne, paille de blé, etc. Donc, on a à la fin cette poudre que l'on va processer via extrusion pour avoir des petites pellets que l'on va pouvoir après injecter
pour former un contenant alimentaire, ou on peut aussi le travailler par thermoformage. Et puis, tout l'avantage en post-usage, finalement, de ce matériau, c'est qu'il sera complètement biodégradable en conditions naturelles, pourra réintégrer le cycle naturel du carbone et via la photosynthèse, permettre la production d'une nouvelle biomasse pour reboucler la boucle. Donc on est vraiment sur un schéma de bioéconomie circulaire. Nous travaillons sur la fonctionnalisation de ces PHBV de manière à ce qu'ils permettent la conservation des produits, quand on est sur de l'emballage alimentaire notamment, et puis bien sûr pour assurer la sécurité du consommateur. Bien sûr, la biodégradabilité en conditions naturelles, c'est un point très important. Alors, qui dit biodégradable ne veut pas dire, ne s'oppose pas forcément au recyclable, ne s'oppose pas forcément au réutilisable. Et c'est là que intervient finalement le projet Usable, dans lequel nous travaillons essentiellement sur l'utilisation, l'aptitude au recyclage et au réemploi de ces biocomposites à base de PHBV et de fibres cellulosiques, lignocellulosiques. Alors, quelques exemples, résultats clés du projet. Première partie, développement de biocomposites pour des solutions de réemploi. Alors, l'application visée, c'est bien sûr des barquettes injectées thermoformées pour faire du contenant alimentaire qui sera réutilisé en substitut de vaisselle jetable. Voilà. Donc, quelles sont les contraintes pour ce genre de produit? Bien sûr, il faut une aptitude au contact alimentaire. On veut un coût global qui soit plutôt restreint. Alors le PHBV actuellement est quand même un matériau, un polymère qui est assez coûteux. Donc l'idée est aussi de substituer une grande partie de ce polymère par un agent de charge en quantité assez importante, donc ces fameuses fibres cellulosiques, pour pouvoir diminuer le coût global du matériau. Très important, la stabilité en conditions de réemploi, c'est ce que nous avons évalué, la processabilité également, et il faut quand même des performances mécaniques suffisantes pour qu'il y ait ce rôle de contenant. Alors vous avez des petites photos qui nous montrent là toutes les gammes de biocomposites que l'on a pu produire avec des couleurs diverses et variées en fonction des fibres que l'on a pu intégrer à l'intérieur du mélange. Donc ces biocomposites, je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, ils sont produits par extrusion. Donc on part d'une matrice de PHBV que l'on va additiver avec un agent de cristallisation, pour favoriser la cristallisation du produit. On rajoute ensuite l'agent de charge, donc des fibres de cellulose ou des fibres de bois, ou ça peut être aussi des fibres lignocellulosiques. On peut aller jusqu'à 70% massique d'incorporation de cette fibre dans la masse finale de matériaux. Et ces granulés ensuite sont utilisés pour faire soit par injection, soit par thermopressage pour former le matériau. On étudie ensuite les propriétés thermiques, la stabilité thermique, les propriétés mécaniques, et puis bien sûr, pour assurer l'aptitude au contact alimentaire, et notamment en situation de réemploi, des tests de migration globale dans l'éthanol, 20, 50 et 95%. Alors, étude de la stabilité en conditions de réemploi. Donc, vous avez une petite photo qui illustre un peu ça sur la droite. Donc, cycle successif au lave-vaisselle, selon la norme. Donc, on étudie à l'issue de ces cycles l'aspect visuel, la couleur, la masse, l'épaisseur, les propriétés mécaniques, propriétés thermiques, la migration totale. On s'est aperçu qu'on pouvait réutiliser le PHBV pur, en tant que la matrice seule, jusqu'à 125 cycles de lave-vaisselle, et on a une matrice qui est toujours qui a toujours les mêmes propriétés, excepté une petite diminution de la ductilité au cours des 5 premiers cycles, mais c'est tout. Donc un haut potentiel au réemploi de ce polymère PHBV. Par comparaison, le témoin en polystyrène, c'est quelque chose qui n'a pas passé les 5 cycles. Donc à côté, on a quelque chose qui est très stable. En ce qui concerne les biocomposites à base de PHBV, là, on a une stabilité un peu moindre, jusqu'à 3 cycles dans les cas de fibres de cellulose. C'est un peu le mieux que l'on puisse faire, dans le sens où on a un caractère hygroscopique important des fibres de cellulose ou des fibres de lignocellulose, qui fait qu'on a une sorption d'eau, un gonflement qui va un petit peu déstructurer la matière. Voilà. Donc on est limité en gros à 20% de fibres, 40% massique de fibres de cellulose et 20% massique de fibres de bois dans le biocomposite. Mais ce sont quand même des résultats prometteurs.
Autre aspect qui nous intéresse et que l'on regarde dans le cadre du projet Usable, c'est l'aptitude au recyclage de ce fameux polymère PHBV. Donc, recyclage mécanique, mimé sur ce qui se fait actuellement pour le PET. Donc, on part d'un polymère vierge post-usage qui va être processé. Donc, on va le laver, le découper en pellets et le réextruder pour obtenir des petites pellets qui vont pouvoir être réutilisées. Mais il y a une deuxième étape qui est primordiale dans le cadre du recyclage mécanique, c'est l'étape de décontamination, avant d'avoir un polymère recyclé qui pourra être réutilisé pour faire un nouvel objet apte au contact alimentaire. Donc, première étape, l'aptitude au reprocessing, à la réutilisation via le procédé d'extrusion. Donc, différents cycles d'extrusion à la température de fusion ont permis de voir qu'on avait juste une petite diminution du poids moléculaire et de la flexibilité, mais des propriétés qui restent tout à fait acceptables en termes de propriétés mécaniques, thermiques et de transfert. La conclusion, c'est qu'on peut réextruder jusqu'à 5 fois un PHBV sans perte significative de ses propriétés. Donc, on a un potentiel quand même au recyclage mécanique sur cette première étape, en tout cas, d'extrusion multiple. La deuxième étape, c'est bien sûr l'étape de décontamination qui est très importante. Donc, on est en cours d'étude de cette partie-là, mais je vous montre quand même les premières conclusions. Donc, on se base sur les couples temps-température utilisés pour la décontamination des pellets de PET, dans le recyclage mécanique du PET. Couple temps-température qui sont appliqués aux pellets de PHBV qui ont été additivés avec des composés modèles qui nous permettent d'avoir une étude un peu théorique de l'aptitude à la décontamination en fonction des poids moléculaires et des caractéristiques des différentes molécules. Donc, cette décontamination à haute température se fait également sous vide. Voilà. Donc, c'est des premiers résultats, mais a priori, ces conditions de décontamination sont suffisantes, en cas toujours a priori, pour assurer une décontamination suffisante des pellets de PHBV. Ça reste cependant à confirmer et à mettre en relation avec la dégradation du polymère. Ça reste bien sûr à confirmer et notamment au regard de la diversité des additifs que potentiellement on pourrait retrouver dans ce type de polymère. Bien que, je précise, au cours de la mise en forme de ce type de polymère, on n'a pas besoin de rajouter énormément d'additifs à part un agent nucléant, uniquement. Voilà. À retenir, j'arrive là à ma conclusion. Donc, lutter contre la pollution plastique, c'est avant tout réduire la consommation de plastique, le premier pilier qu'on n'a pas forcément traité là dans la présentation cet après-midi. Mais voilà, revenir à des actions simples à la portée de tous, produits en vrac sans emballage, limiter l'usage du plastique quand on ne peut vraiment pas faire autrement. C'est utiliser en priorité également des matériaux qui sont vraiment biodégradables, donc qui permettent de retrouver le cycle naturel du carbone, donc tout ce qui est en bois, papier, carton, polyhydroxyalcanoate. Les PHA répondent vraiment à ces caractéristiques-là. Le message clé, c'est aussi que biodégradable ne s'oppose pas au réemploi, ne s'oppose pas au recyclage, et je pense que les premiers résultats du projet Usable permettent de le prouver. On peut avoir un emballage qui est biodégradable en conditions naturelles, mais qui peut être aussi, avant d'être biodégradé, réutilisé et ou recyclé, et via un procédé de recyclage mécanique. Voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Valérie. Oui. Oui, il y a pas mal de questions. Donc, oui, j'ai vu que ça arrivait au fur et à mesure. Ça arrivait au fur et à mesure dans le chat, et comme je ne les avais pas sous les yeux, je n'ai pas pu m'arrêter pour les lire. Quand on partage l'écran, ce n'est pas évident. On va peut-être pas avoir le temps de passer toutes les questions. On va quand même essayer de répondre à au moins 2 ou 3. Alors, il y a une question, on pose quelle est la différence entre le PHBV et le PHA? Alors, les PHA, c'est vrai que je ne suis pas revenue sur les bases, mais les polyhydroxyalcanoates, c'est une très, très grande famille de biopolyester, et à l'intérieur de ces PHA, il y a des sous-familles. PHBV, on peut dire que c'est une sous-famille.
C'est un polyhydroxybutyrate hydroxyvalérate, donc c'est un copolymère avec voilà, ces deux constituants, hydroxybutyrate, hydroxyvalérate. En général, on peut moduler le taux d'hydroxyvalérate, ce fameux HV, pour modifier un petit peu les propriétés de ces fameux PHBV. Mais c'est une sous-famille. Voilà. Alors, j'ai justement une question aussi concernant ces HV. Quelle source de carbone permet d'incorporer donc ces motifs HV et à quel taux? Alors, quelle source de carbone? Quel feedstock? Qu'est-ce que l'on donne comme matière première aux bactéries pour produire ça? C'est ça? Oui, notamment pour produire les motifs HV, si j'ai bien compris. Alors après, alors moi je suis pas experte du tout sur l'aspect biotechno et la production PHBV. Je pense que vous l'avez peut-être compris dans ma présentation, c'est pas dans notre équipe qu'on l'assure, mais c'est via des partenariats notamment. Les PHBV que l'on produit sont produits à partir de résidus agricoles et agroalimentaires. Donc il y a un pré-traitement sur ces matières premières pour qu'il y ait les acides gras volatiles nécessaires pour la production après du PHBV. Alors pour orienter après le taux de HV, c'est des ratios, alors je risque de dire des bêtises, mais il y a des ratios entre acide propionique et les précurseurs, en tout cas pour cet hydroxyvalérate, qu'il faut maintenir. Des ratios entre ces acides gras volatiles. Je ne vous dirai pas les noms parce que je pense dire des bêtises. Il y a sans doute des spécialistes peut-être dans l'assistance, mais voilà. Il y a des questions également concernant les aspects liés à la compostabilité. Oui. Notamment, vous étudiez la densité de matériaux compostés pour étudier leur biodégradation. Entre parenthèses, si trop d'emballages compostés dans une même zone, la biodégradation serait moins efficace. Alors, j'ai pas bien entendu le début de la question. Vous étudiez la densité de matériaux compostés. Est-ce que s'il y a un trop fort volume de... Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ça a un impact sur la biodégradation. Alors, l'idée, c'est toujours à la base de réduire notre consommation de plastique. Donc, on ne va pas substituer tout notre existant plastique par du biodégradable, parce que ça fera forcément probablement trop de masse à traiter. Pour répondre à cette question, l'idée de l'emballage biodégradable, c'est qu'il puisse rejoindre, s'il y a une collecte, en tout cas la collecte de déchets organiques, qui peut être organisée au niveau des consommateurs, et donc il va intégrer ce flux de déchets organiques. Donc là, on assure un mélange quelque part entre les différentes sources, finalement, déchets issus des restes de repas, etc. Donc on ne va pas être sur des masses et des quantités trop importantes de matériaux à traiter de manière unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des flux spécifiques d'emballage biodégradable pour qu'ils soient traités par un procédé de compostage. Il faut qu'il soit vraiment intégré dans un flux de déchets organiques voilà, à l'échelle des agglomérations, etc. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, en fait. Je ne sais pas si je l'ai bien compris. Écoute, merci Valérie. Éventuellement, tu peux continuer à répondre aux questions sur le chat directement. OK. Et je vais laisser la parole maintenant à Pascal Mélois du groupe Sphère Distribution. Et Pascal va nous parler cette fois-ci des besoins en nouveaux matériaux pour l'industrie de l'emballage. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Pascal. Très bien. Bonjour, je vais présenter un aspect un petit peu différent puisque nous sommes fabricants et distributeurs d'emballage et nous intervenons dans le projet sur l'aspect utilisateur dans le Work Package qu'a signalé tout à l'heure Frédéric, le Work Package 4, qui concerne la performance du packaging et apporter un feedback en fait en fin d'étude des produits développés pour avoir un retour en utilisation de ces emballages.
Donc, je voulais vous présenter le groupe Sphère et Sphère Distribution, avoir un aspect cadre législatif qui entoure, réglemente les emballages, la réglementation française, ensuite les emballages en France, avec la transition vers les emballages éco-responsables, les freins dont a parlé tout à l'heure Valérie Guillard, sur le développement des produits innovants biocompostables particulièrement, et le développement de produits éco-responsables que l'on a démarré aujourd'hui avec les sacs compostables, la vaisselle jetable et les barquettes. Donc pour démarrer, la présentation du groupe Sphère est fondée il y a 45 ans. C'est un groupe familial. Nous sommes leaders européens des emballages ménagers et nous sommes spécialistes des emballages professionnels, alimentaires et non alimentaires. Et nous sommes aujourd'hui un des premiers producteurs mondiaux de matériaux biocompostables, notamment pour l'aspect des films. Nous fabriquons aujourd'hui des sacs, notamment ceux qui sont les plus connus, les sacs fruits et légumes. Le chiffre d'affaires est d'à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons 1450 collaborateurs avec 15 sites de production, notamment 8 en France. En termes de production, nous fabriquons environ 180 000 tonnes de sacs qui se décomposent en fait en sacs poubelles pour les grosses masses, sacs poubelles et les sacs fruits et légumes. Donc, dans les sacs fruits et légumes, à peu près 60 000 tonnes à base de matières biosourcées et 50 000 tonnes de biocompostables. Et comme l'indiquait Valérie Guillard tout à l'heure, l'objet c'est de diminuer le maximum la partie vierge, fossile vierge, et donc aujourd'hui on est descendu à 23 000 tonnes de produits à base de fossiles vierges, notamment pour les produits, les sacs alimentaires. Je vais me focaliser principalement sur les usines que vous voyez apparaître sur ce slide, les usines qui produisent des sacs bio. Donc on en trouve sur le nord de la France, à Dieppe, près de Dieppe. Une autre partie dans le centre de la France, en Auvergne, à Beauzac. Nous en avons aussi en Espagne, près de Saragosse. L'usine de résine est basée en Allemagne, près de Emmerich, c'est sur la frontière du Pays-Bas. Et une autre fabrication près de Nancy, à Ludre, qui nous fabrique nos sacs biodégradables et compostables. Et ainsi qu'en Italie, Flexopac, situé entre Nice et puis Gênes. Donc vous avez là le détail de tous les différents autres emballages que nous fabriquons ici sur la France et l'Europe. Donc les points importants de développement du groupe Sphère sont de réduire la dépendance au pétrole. C'est pour ça que le groupe Sphère a développé depuis une quinzaine d'années le travail sur les résines biocompostables. Et c'est donc de privilégier les objectifs, privilégier la production de matières premières biosourcées et éco-concevoir les nouveaux biomatériaux en tenant compte de la fin de vie. Donc, les matériaux utilisés aujourd'hui, forcément sur les sacs poubelles, on privilégie les produits plastiques recyclés, ici issus de l'économie circulaire. Un gros travail sur les matériaux biocompostables depuis 2005 avec notre filière biotech qui a travaillé à peu près 200 brevets pour développer principalement des films à usage de sacs, et notamment les sacs fruits et légumes, qui sont arrivés sur le marché français depuis 2017. Nous travaillons aussi le plastique végétal qui permet de réduire l'impact carbone des produits à base de canne à sucre, mais qui, eux, ne seront pas biocompostables. Et toute la partie papier, carton et bois. Globalement, la répartition de nos chiffres d'affaires, c'est environ 56% pour les sacs extrudés, y compris les produits biocompostables, qui représentent environ 36%. Tout ce qui est déroulage, des rouleaux ménagers, aluminium, film étirable, des barquettes, et la partie distribution. En fait, là, on retrouve toutes les parties vaisselle jetable qui se développent fortement aujourd'hui sur la partie carton, bagasse et autres matériaux que le plastique. Un travail, comme je vous disais, important sur la vaisselle jetable,
notamment depuis l'arrivée des nouvelles lois AGEC qui interdisent les matériaux plastiques. Donc l'accent est mis principalement sur l'utilisation des matériaux biosourcés renouvelables, la bagasse, le bois, le bambou, le carton, qu'ils soient renouvelables et qu'ils soient recyclés, recyclables et compostables. La partie sphère distribution, donc, elle est basée, le siège social est à Rezé. Nous avons en fait des entrepôts qui représentent à peu près 32 000 m² de stockage sur toute la France pour distribuer tous nos produits fabriqués par les usines et ceux qui sont achetés avec des partenaires en Europe et pour certains en Asie. Donc, qu'est-ce que Sphère Distribution propose comme produit? Tous les produits qui permettent de préparer, d'emballer, transporter, trier, jeter pour les sacs poubelles et conserver les aliments. Et je me focaliserai principalement sur la partie biodégradable, donc tous les produits de marque, à notre marque Vegeos, qui sont fabriqués avec notre matériau bioplast, qui est fabriqué à partir de fécules de pommes de terre, qui elles sont non alimentaires, les pommes de terre féculières pour une partie du matériau de notre film, et qui sont compostables à domicile. Je vais en arriver à l'aspect législatif qui encadre en fait toute notre partie, notamment vaisselle jetable. Juste pour rappeler, en fait, sur une échelle de temps, au départ, si vous vous rappelez, la Commission européenne avait lancé une enquête sur la pollution des plages européennes et en a sorti en fait une directive, et la directive SUP, qui interdit en fait les produits qui ont majoritairement été trouvés sur les plages. L'incidence, c'est des lois françaises, avec la loi de transition énergétique pour une économie circulaire en 2016-2015, avec la mise en place des premières interdictions des sacs à usage unique pour les fruits et légumes, et la mise en place des sacs bio ou des sacs papier à partir du 1er janvier 2017. Et aujourd'hui, la loi qui est appliquée depuis 2020 et 2021, qui chaque année a des nouveautés, la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, sur lequel je vais revenir un peu plus en détail sur les slides suivants. Vous avez ici, en fait, sur l'échelle, les produits qui ont été interdits depuis 2016, donc les sacs de caisse fins et emballage, ainsi que les sacs oxodégradables, qui n'ont rien à voir avec les sacs avec la biodégradation ou avec la compostabilité. Ensuite, l'arrivée des sacs, interdiction des sacs de caisse et des sacs fruits et légumes, avec l'apparition en 2017 des sacs compostables en compostage domestique. Et progressivement, après les sacs, toute la partie vaisselle jetable qui est interdite depuis 2020, avec des séquences suivant un certain nombre de critères sur lesquels je reviens juste après. Donc, pour synthétiser ça, nous avons depuis le 1er janvier 2020 l'interdiction des emballages type gobelets, assiettes entièrement en plastique, qu'ils sont non emballage. Au 1er janvier 2021, la liste s'agrandit avec les barquettes PSE, les couverts, les assiettes plastiques ou composées partiellement de plastique, les bâtonnets mélangeurs, les couvercles pour les gobelets, les bouteilles, les supports de ballons, les pics à steak, les pailles en plastique et les confettis. Il vient juste en annexe les gobelets. C'est un cas un peu particulier puisque ces gobelets pourront être autorisés non pas en plastique mais en carton, même s'ils ont une partie de lamination plastique, mais avec une restriction qui va être donnée dans un arrêté dont on commence à voir quelques teneurs. Donc en fait, au 3 juillet 2021, la teneur pourrait être, donc, sous réserve qu'il soit validé, d'environ 16%, et qui va jusqu'en 2025 se réduire à zéro ou quasiment, n'avoir quasiment plus de traces de plastique dans le gobelet avec un support carton. En ce qui concerne les autres produits donc, contenant type saladier, pot à glace, plateau repas
et boîtes, ils ne sont pas concernés par la directive SUP, ni non plus dans la loi AGEC. Donc, pour ces produits, pour l'instant, ils sont autorisés en matière plastique. Un petit point sur les emballages en France, juste pour donner en masse ce que ça représente. Donc, la consommation des emballages, vous voyez que le plastique pour les emballages représente 45%. C'est un gros poste. Néanmoins, je rappelle les fonctions des emballages alimentaires, c'est de protéger, conserver, transporter le produit et informer le consommateur. Donc, c'est un support qui est extrêmement important. Toutefois, les demandes de nos clients aujourd'hui, les nôtres qui sont la grande distribution en économa ou en vente à emporter, ainsi que les grossistes en alimentaire et en restauration, c'est quoi? C'est d'éviter les pollutions liées au plastique. Forcément, dans leur communication, vous savez tous que le plastique est très visé. Donc, il faut sortir des hydrocarbures pour fabriquer ces emballages. Il faut proposer des alternatives économiques et éco-responsables. Il faut utiliser des matières renouvelables, avoir des produits compostables ou bénéficier des propriétés du plastique sans le plastique. Donc, c'est l'objet des recherches actuellement du groupe de travail. Juste pour signaler la charte signée aujourd'hui par plusieurs acteurs en début février de la restauration collective qui prend un certain nombre de mesures ou s'engage sur certaines mesures, notamment sur un objectif de réduire de 50% les emballages livrés qui soient sans plastique à usage unique. Donc, c'est vraiment un axe important et qui est pris. Il n'y a pas de retour en arrière sur des produits plastiques. On va aujourd'hui vers d'autres alternatives. Sur ce point, Valérie Bière en a parlé tout à l'heure, il y a quelques freins, notamment au niveau réglementaire de définition, qui font qu'aujourd'hui, les matériaux bio-compostables ne sont pas autorisés, par exemple pour les pailles, les gobelets, les assiettes. Elle n'est pas autorisée par la directive SUP ou la loi AGEC, dans l'état des définitions actuelles des matériaux plastiques dans lesquels on reprend les bioplastiques. Par contre, tout ce qui est saladier, pot à glace, barquettes, etc., nous pouvons travailler sur ces produits-là dans l'état actuel de la réglementation. Nos développements de produits éco-responsables, donc nous avons démarré, comme je vous dis, nous sommes fabricants de produits sacs fruits et légumes, des sacs compostables. Donc ces sacs permettent aussi en fin de vie d'être réutilisés pour la collecte des biodéchets. Vous savez que la réglementation européenne va rendre obligatoire la gestion séparée des biodéchets d'ici 2023. Donc, nous aurons en France des collectes de biodéchets et ce sac permettra d'aider à la collecte des biodéchets, ainsi que les sacs. Nous avons une marque qui s'appelle Atoubio, qui sont des sacs, on va dire, poubelles, qui sont prévus à cet effet pour aider en vue de trier les biodéchets qu'on devra donc séparer à la fin de 2023. Concernant la vaisselle jetable, vous voyez sur ces documents, en fait, ce qui est interdit sur la partie gauche et les alternatives aujourd'hui que l'on propose avec un passage des gobelets plastiques, 100% plastique, vers des gobelets en carton ou en bagasse. Pour les assiettes jetables, de la même manière, nous proposons des produits en carton ou en bagasse. Pour ce qui est des pailles, nous avons des alternatives en carton principalement. Pour les couverts, ils sont principalement aujourd'hui en bois ou en matériaux bambou. De la même façon pour les pics à steak, qu'on ne doit plus proposer en plastique, mais en autres matériaux. Donc aujourd'hui, c'est plus du matériau bois ou bambou. Et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2021, les bâtonnets mélangeurs doivent être en autres matériaux. Donc les propositions sur lesquelles on travaille, ce sont le bois, le bouleau ou les bambous. Les couvercles à verre jetable doivent être aussi transformés en d'autres matériaux. Donc ça peut être de la fibre végétale, bagasse ou en cellulose. Et il y a toute la partie contenant, donc interdiction des contenants récipients en polystyrène expansé. Donc toute la gamme aujourd'hui se porte vers du carton, des barquettes, différentes formes de barquettes, dont je reparlerai tout à l'heure, et des barquettes aussi en bagasse. Pour finir, un dernier support qui vous présente un peu les axes de travail
que l'on a démarré et c'est des produits qu'on commence à proposer. Donc, pour remplacer même s'ils sont aujourd'hui toujours autorisés, les pots à salade sont proposés en carton, en craft brun, avec des laminations polyéthylène, des couvercles PET pour avoir la transparence sur laquelle on n'arrive pas pour l'instant à avoir en matériaux biocompostables, et qui sont donc recyclables. Nous avons des barquettes thermosellables, carton avec une lamination PET. C'est des produits qui sont également recyclables pour les marchés surgelés, plats cuisinés et vente à emporter. Nous travaillons aussi sur des barquettes entièrement compostables, donc sans lamination, avec un autre traitement qui permet cette compostabilité. La bagasse, donc, qui peut être présentée avec des couvercles ou proposée pour la présentation des viandes crues, des produits crus, avec un sous-film étirable. Donc, c'est des produits qui sont également compostables. Nous proposons aussi des barquettes en cellulose de bambou avec lamination polypropylène qui permet d'être micro-ondables, donc pour les plats cuisinés, pour le snacking et la vente à emporter. Et c'était le relais avec le projet Usable Packaging de produits, donc, projet auquel on participe pour les barquettes PHA ou autres, dont je ne donnerai pas le détail, qui a été donné par Frédéric Guillard. Voilà pour terminer. Merci. Peut-être avez-vous des questions. Merci Pascal. Merci Pascal. Alors oui, alors en termes de questions, j'ai une première question. Est-ce que tu peux confirmer que les couvercles PP ou PS sont bien interdits à partir du 1er janvier? Pardon? Je suis désolé, je n'entends pas bien. Tu peux confirmer que les couvercles à base de PP ou de PS sont interdits depuis le 1er janvier 2021? Alors, le polystyrène, les contenants en polystyrène expansé sont interdits. Par contre, les contenants, les pots à salade, etc., les pots à glace, avec leur couvercle, ne sont pas forcément interdits puisqu'ils ne rentrent pas dans le périmètre de l'interdiction. Je regarde les autres questions. Ça concerne plutôt la biodégradation. Ok, bah écoute, merci Pascal. Regarde éventuellement sur le chat s'il y a d'autres questions. Oui. On va maintenant laisser la parole à Stéphane Merlet du groupe Fleury-Michon, qui va nous parler des effets sur les relations avec les consommateurs. Stéphane? Oui, bonjour, vous Voilà. m'entendez bien? Bon, je vais vous partager la présentation. Voilà. Donc, voilà, moi, je veux vous... Vous me voyez pas? Vous ne voyez pas ma présentation, là? Ça marche pas. Non, pour l'instant, non, on ne voit pas ta non. présentation pour l'instant. Excusez-moi, alors, je ne sais pas. Est-ce que vous la voyez comme ça? Non? Toujours pas. Je sais pas. Alors, je vais faire ça. Je vais faire autrement. Est-ce que c'est mieux? Non. Jocelyne peut éventuellement Oui. tu peux partager éventuellement la présentation. Bon,
Écoutez. Ouais. Je vais réessayer une dernière fois. Ça y est. C'est bon? C'est bon. Oui. Ah, très bien. Bon, alors maintenant, je vais faire mieux. Je vais essayer de mettre en plein écran. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Désolé pour le contretemps. Donc oui, moi je vais vous présenter, faire une petite présentation par rapport à notre rôle dans le cadre du projet Usable Packaging, où nous intervenons en tant que stakeholder et puis surtout pour donner un peu notre avis, notre perception par rapport à l'utilisation de types de matériaux comme ceux qui sont travaillés dans le cadre de ce projet-là. Chez Fleury Michon, moi je fais partie d'une équipe une cellule emballage où on travaille là depuis maintenant 2-3 ans vraiment sur la diminution des ressources plastiques que l'on utilise pour conditionner nos produits. Je vous ai mis une rapide présentation de notre société, qui est une société qui date depuis 1905, qui est une société qui a une forte notoriété. Et avec ce slide, en fait, ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le nombre de produits que nous mettons sur le marché chaque année. On met 375 millions de produits tous les ans sur le marché, ce qui, si on ramène à la journée, un peu plus de 1 million de produits tous les jours sur le marché. Donc, si on ramène ça en acte de tri pour mettre dans la poubelle, on peut multiplier au minimum par 2 ou 3. Donc, vous voyez ce que ça représente. Donc, en fait, on a un impact très fort voilà, sur les emballages qui sont mis en marché. Et donc, c'est pour ça que on s'occupe vraiment de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Le slide suivant, c'est l'histoire un peu de notre entreprise, mais c'est surtout pour vous présenter les 3 produits principaux de Fleury Michon, qui sont en premier lieu le jambon blanc, qui est notre plus gros produit. Ensuite, on a des plats cuisinés et on a également du surimi. Et tous ces emballages utilisent beaucoup de plastique. Pour pouvoir réussir à conserver nos produits. Alors, bien sûr, on ne met pas les emballages pour l'emballage sur le marché. C'est avant tout pour permettre la mise sur le marché de notre produit. Mais en faisant ça, effectivement, on a conscience de l'impact que ça peut avoir. Et chez Fleury Michon, on a un projet qui est d'aider les hommes à manger mieux chaque jour, mais surtout, on a 5 axes, 5 enjeux qui sont prioritaires pour nous. Et bien sûr, il y a les consommateurs, nos filières d'approvisionnement, les personnes qui travaillent chez Fleury Michon et les territoires, mais il y a, comme vous voyez au milieu, il y a notre environnement. Et ça, c'est quelque chose qui prend une part de plus en plus importante pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, depuis un certain nombre d'années, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, la chose première que l'on peut faire, c'est mettre moins de matière plastique, diminuer les épaisseurs. Voilà. Mais au bout d'un moment, on arrive à une limite. Donc, là, les dernières actions que nous avons pu avoir, c'est par exemple sur la barquette de jambon blanc, c'est utiliser de la matière recyclée dans la matière à PET qui est utilisée pour faire la barquette. Sur nos plats cuisinés, les barquettes en polypropylène noir, par exemple, c'est remplacer le pigment noir de carbone par un pigment détectable en centre de tri pour améliorer la recyclabilité de notre barquette. On a sur des produits de snacking supprimé 1 an avant l'obligation les couverts en plastique.
Et puis ensuite, pour aller encore plus loin, les nouveaux projets, c'est carrément de substituer le plastique par autre chose. Donc, c'est le cas de notre barquette en bois, où on a remplacé notre barquette en plastique par une barquette en bois. Voilà. Et puis, on a des emballages comme du grès, où on a remplacé par du verre par souci de recyclabilité. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que tous ces emballages mis sur le marché, ça nous préoccupe. Et là, récemment, il y a eu une étude réalisée par Citeo, et clairement, pour les consommateurs, c'est d'abord et avant tout aux industriels, aux fabricants, aux metteurs sur le marché, à faire des efforts pour résoudre cette situation de plastique à gérer en fin de vie, avec des attentes sur les 3 attentes les plus importantes, c'est moins d'emballage, moins de plastique et plus d'emballage recyclable. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous, quand on essaie de travailler, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par recyclable, parce que typiquement, si on prend notre plat cuisiné barquette bois, eh bien notre barquette bois, elle n'est pas recyclable. Alors pourtant, elle est plutôt bien perçue par les consommateurs. Ceci dit, elle est collectée, puisqu'on est collectée dans les poubelles jaunes, mais arrivée en centre de tri, là, il y a un petit souci, c'est que cette barquette bois, eh bien, on ne sait pas où la mettre. Elle va nulle part, donc en fait, elle va simplement en refus de tri. Donc, eh bien, elle est mélangée avec les emballages PVC et tout autre emballage qui n'a pas de filière de recyclage. Voilà. Donc, je pense qu'une des actions et une des interrogations qu'on peut avoir sur le projet Usable Packaging, faire le lien avec ce projet, c'est la recyclabilité. On en a entendu un petit peu parler dans les présentations précédentes, mais quand on pense à recyclabilité, il faut vraiment avoir en tête toute l'économie circulaire, toutes les étapes. Et d'ailleurs, ces étapes, elles évoluent parce que, comme on l'a aussi entendu dans les présentations précédentes, il y a un certain nombre d'emballages qui échappent à cette économie circulaire, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas à la poubelle, qui se retrouvent dans la nature et qu'on va retrouver ensuite sur nos plages. Et donc, un des choix qui a été fait en France a été de simplifier la consigne de tri pour les ménages. Et l'idée, c'est si on simplifie la consigne de tri, eh bien, on va en récupérer plus. Voilà. Et donc, en simplifiant cette consigne de tri, eh bien, c'est plus le consommateur qui doit faire le tri. C'est plus lui qui décide ce qui est à recycler de ce qui ne l'est pas, mais ce sont les nouveaux centres de tri qui sont en train d'être créés et qui sont en train d'être mis en place sur tout le territoire. Ce qui fait que le consommateur donc, jette tous ces emballages dans sa poubelle jaune, et le centre de tri va ensuite soit renvoyer dans des filières de recyclage, soit envoyer vers des valorisations énergétiques, et en ce moment, il y a des filières de recyclage qui sont en cours de travail. Là, ça peut poser une petite interrogation par rapport au projet ou aux emballages compostables. C'est-à-dire que là, un emballage compostable, il faudra soit que la personne, le consommateur, le mette dans la poubelle jaune, ce qui, je pense, ce sera vraisemblablement le plus simple à expliquer, puisque c'est compliqué pour un consommateur de distinguer un emballage compostable d'un emballage non compostable. Et donc, ça veut dire que cet emballage compostable va se retrouver donc, en centre de tri. Et là, aujourd'hui, en France, c'est assez compliqué. Pour tout ce qui est compostable, il n'y a pas vraiment de solution au centre de tri. Soit il vient perturber le recyclage les filières de recyclage existantes, soit il va en refus de tri. Voilà. Et il y a une chose, en tout cas, qui est absolument nécessaire, que j'ai voulu mettre aussi au travers de cette présentation, c'est qu'on ne va pas pouvoir dire aux consommateurs de mettre leur emballage dans la nature. Pour rappel, on en met plus d'1 million d'emballages chaque jour
Donc, même si on avait un emballage biodégradable qui pouvait se composter, 1 million par jour dans la nature, bon, c'est tout simplement pas pensable. Donc, il faudra forcément qu'il soit collecté d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai fait dans les freins et perspectives, ce que j'ai voulu illustrer là, c'est que les emballages compostables sont très intéressants parce que du coup, ils ont moins d'impact sur l'environnement. Par contre, il va falloir à un moment donné les intégrer à l'économie circulaire qui est en train de se mettre en place, avec tout ce que je viens de préciser, notamment par rapport au centre de tri. Et bon, alors, j'étais un peu pessimiste jusque-là, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des réglementations, heureusement, vont évoluer, vont changer. Et on espère qu'à horizon 2023, peut-être un petit peu plus tard, ça prend quelquefois un peu de retard, mais à horizon 2023, il y aura des vrais systèmes de collecte des biodéchets et donc des emballages qui pourront ensuite être emballages compostables qui pourront aussi être triés en centre de tri. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si Frédéric, tu as noté des questions. Merci Stéphane. Alors, juste un petit point, si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous les envoyer tout de suite sur le chat en précisant, s'il vous plaît, à qui s'adresse la question. Voilà. Alors Stéphane, par rapport à ton intervention, j'ai noté notamment une question concernant les emballages en bois. Oui. Donc, je pense que c'est une question d'intérêt technique pour ce type d'emballage par rapport à la température maximum et le temps de chauffe que ces barquettes en bois peuvent accepter. Oh, je dirais que ça peut accepter, ça peut aller dans un four traditionnel. Après, en temps de chauffe, suffisamment pour réchauffer jusqu'à 15-20 minutes. Et puis après, si la température, nous, industriellement, on a des fours dans lesquels il y a de l'humidité, donc ça peut durer plus longtemps. Mais dans un four, je dirais, traditionnel, si on met chaleur tournante, je dirais 15-20 minutes sans problème. Et oui, tu disais effectivement que par rapport à ces emballages, il y a un manque de visibilité sur leur fin de vie, évidemment. En fait, c'est toute la difficulté qu'on peut avoir à travailler sur des alternatives aux matières plastiques, parce que en fait, tout notre système de collecte, de tri et de revalorisation, de recyclage, tout est adapté par rapport aux matières plastiques existantes. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais bon, qui est évident, c'est que tout ce système de collecte, de tri, de recyclage, il doit bien sûr être rentable. Hein, c'est-à-dire que ça a un coût. Et si je prends par exemple l'exemple des barquettes bois, on pourrait très bien aujourd'hui les collecter, les récupérer pour en refaire quelque chose, des mélaminés ou je ne sais pas, voilà, parce qu'il a quand même une valeur ce bois. Mais en fait, c'est pas du tout rentable parce que la quantité mise sur le marché est tellement faible que là, si on devait adapter des nouvelles un nouveau tapis de tri dans les centres de tri, sur chaque centre de tri, avec des capteurs pour les récupérer, on n'est pas du tout rentable. Bon, et après, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué aussi Enfin, l'idéal serait d'imposer effectivement des solutions de tri en amont chez le consommateur, hein, puisque on le voit en Allemagne, par exemple, où le nombre de poubelles de tri est beaucoup plus important qu'en France, Oui, hein, par exemple. Oui, mais là, le choix Est-ce que ça fonctionnerait vraiment? Peut-être. Alors, deux choses. C'est que bon, le choix en France a été fait de simplifier pour tout récupérer et pour éviter qu'il y ait des emballages qui se retrouvent dans la nature. Et puis, ensuite,
de demander aux consommateurs de faire le tri entre la barquette en mono APET et la barquette qui va être en matériaux biosourcés compostables et la barquette qui va être en polypro, etc. Ça va être compliqué à un moment donné. On atteint aussi des limites par rapport à ce qu'on peut demander aux consommateurs. Sachant que je ne sais pas si l'étude Citeo montre que le consommateur attend surtout que les industriels fassent des choses et n'est pas prêt à faire beaucoup de choses. Alors aussi, il y a une autre problématique dont on a beaucoup parlé, mais pas forcément maintenant, c'est la communication auprès du consommateur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des questions en disant mais l'emballage biodégradable, les gens ne vont pas le reconnaître d'un emballage traditionnel. Et c'est vrai que la nécessité aussi pour favoriser et faciliter le geste des tri, elle est là, la nécessité d'avoir des emballages avec une communication bien établie, bien claire sur la fin de vie. Oui. Il faut qu'il soit facilement repérable. Là, j'ai une question qui s'adresse à moi d'ailleurs. Quel est le rôle d'un metteur en marché sur la mise en place d'une nouvelle filière de recyclage et un nouveau matériau? Je dirais que c'est compliqué, effectivement. C'est compliqué parce qu'on parle généralement de gros volumes nécessaires pour que la filière de recyclage soit mise en place. Donc, en général, il faut une sorte de consensus, de standard partagé par un certain nombre de metteurs sur le marché pour qu'on puisse mettre en place une nouvelle filière de recyclage. Maintenant, il y a aussi des efforts qui peuvent être faits par les industriels. Je vois par exemple Nespresso qui essaye d'aller dans les centres de tri pour développer le recyclage donc, de ces petites capsules de café en aluminium. Donc, ils ont fait une démarche proactive d'aller dans les centres de tri pour proposer des solutions de recyclage. Mais il faut, encore une fois, des volumes très importants et ça peut représenter aussi des investissements considérables. Est-ce que les matériaux biodégradables et compostables vont être gérés par les centres de tri? On a un petit peu répondu à cette question. Enfin, on l'espère qu'avec l'évolution de la réglementation, oui, notamment de la réglementation européenne sur le développement de filières de tri pour les déchets organiques, il peut que ça ouvre la voie, effectivement, à la possibilité de recycler les matériaux d'emballage compostables en même temps que les déchets. Pour ça, il y a quand même une nécessité préalable, et c'est une chose qui est travaillée dans les projets de manière générale, c'est de valider que ces matériaux compostables ne vont pas impacter négativement la qualité du compost, s'assurer qu'effectivement le matériau se dégrade correctement dans les conditions qui sont prévues et qui sont définies en recyclage organique, par exemple, et ou en recyclage industriel. Désolé pour les problèmes de son. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tous les intervenants donc, pour d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez tous aller consulter la page web du projet qui est Usable Packaging. Et on vous remercie aussi à tous d'avoir participé et en espérant que ce séminaire vous a intéressé. Et encore une fois, n'hésitez pas. Alors oui, autre chose, effectivement, le séminaire a été enregistré. Donc, vous aurez bientôt mis l'ensemble des interventions sera mis à votre disposition. Et en vous souhaitant une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Bonne fin de soirée. au revoir.